Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi avec nos invités pour revenir et analyser les temps forts de l'actualité nationale et internationale de cette semaine. Et on commence au Maroc avec ce vote de confiance accordé par les députés mercredi au programme du gouvernement de Saad Eddine El Othmani. 208 voix lui ont accordé leur confiance, 91 se sont exprimées contre. On reviendra sur ce vote, sur le programme du gouvernement et également sur la marge de manœuvre dont dispose le Premier ministre pour appliquer ce programme. Et puis dans l'actualité internationale, on s'arrêtera d'abord au Venezuela où la crise s'intensifie entre le gouvernement de Nicolás Maduro et l'opposition. On dénombre déjà 25 morts depuis le début du mois d'avril. On reviendra sur les raisons de cette colère. Et puis enfin, nous terminerons avec la France où le débat fait rage entre les abstentionnistes et ceux qui veulent encore faire un front républicain pour barrer la route à Marine Le Pen. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Et pour nous accompagner ce soir et nous permettre d'analyser ces différents sujets, nous avons le plaisir d'accueillir Aziz Boustan, directeur de publication de panorapost.com. Merci Aziz de nous avoir rejoints. Bonsoir Hanan. Face à vous, Narim Kamel, directeur de publication de Quid.ma. Bonsoir Narim. Bonsoir Hanan. Et enfin, Mohamed Deswaq, directeur de yabiladi.com. Merci Mohamed de vous être joint également à nous. Merci à vous Hanan. Alors, je le disais, le premier sujet par lequel on démarre ce débrief, c'est ce vote de confiance accordé par les députés au gouvernement de Saad Eddine El Othmani. Alors, une première question un peu générale. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est plutôt bien passé pour Saad Eddine El Othmani? Naïm Kamel. Je crois, du moment que le vote s'est déroulé sans faille, c'est-à-dire que la majorité a voté totalement, l'opposition s'est opposée, le Istiqlal, qui ne sait plus sur quel pied danser, est-ce qu'il est dans le soutien critique ou dans l'opposition, s'est abstenu, c'est-à-dire qu'il se donne un peu de temps. Mais bon, c'est-à-dire que le plus dur va venir et il est à venir. On voit que l'intervention de Idriss El Azami, qui est le chef du groupe de PJD, c'est-à-dire le parti du chef du gouvernement, n'a pas été tendre quand même. Il a été très, très élogieux, ou trop élogieux à l'égard du prédécesseur, en l'occurrence Abdellah Ben Kiran, et il a été assez critique, disons, en menaçant que ça ne va pas être facile, qu'on ne va pas adhérer à tout et qu'on est là. Mais on va voir plus tard, c'est-à-dire quand l'exercice commencera, quand la loi de finances arrivera, si c'est un baroud d'honneur ou si ça va, ou ça augure de quelque chose de plus profond qui menace l'existence même, j'oserais dire, du PJD. Aziz Boustan, votre analyse sur ce vote de confiance? Moi, je pense que ça ne s'est pas très bien passé finalement, parce qu'on est avec une majorité confortable, comme de 208 voix. De 240 voix, majorité sur le papier avec les 6 partis, 240 voix, ce qui fait une marge quand même de 42 voix de plus au-dessus que la majorité absolue. Là, c'est un vote qui est passé avec 10 voix seulement. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose comme 32 défections, 32 députés qui devaient être là, qui ne sont pas là. Alors, 32, ça fait quand même beaucoup, ça fait dans les 15%, ça fait beaucoup. Quand on voit l'analyse de ces députés, les députés du PJD étaient presque tous là. Ils sont 125, c'était 124. Celui qui n'est pas là est à l'étranger, est en déplacement à l'étranger. C'est le bloc RNI MP-UC qui a accusé 32 absents, ce qui veut dire à peu près plus que 30% de leur effectif. Donc là, il y aurait des soucis à se faire, parce que finalement, on ne peut pas trop compter sur eux. Et là, on revient. Ça veut dire que la majorité est d'emblée fragilisée? La majorité est fragilisée par une sorte de légèreté. Maintenant, je comprends, quand Arnouch disait à l'époque, nous voulons une majorité confortable, à 220, ça risque d'être un peu limite, on comprend pourquoi il disait ça. Parce qu'il devait savoir ce qui se passe. Et donc là, il y a un problème. Au niveau de l'opposition, Naïm en a parlé, il y a l'opposition du PAM, mais bon, le PAM, depuis qu'il a été créé pour être dans l'opposition du PJD, donc là, il ne sort pas tellement de son rôle. Mais il y a l'Istiqlal qui vit une crise existentielle assez sérieuse et qui ne sait plus quoi faire. Théoriquement, il devait apporter son soutien, mais disent-ils, le Conseil national avait dit OK pour le soutien, mais pour Abdellah Ben Kiran. Là, maintenant, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, ça a-t-il un programme qui pourrait se tenir,
je pense qu'il n'est ni trop optimiste, ni trop pessimiste, mais qu'il est plutôt réaliste. Le problème est qu'il se pourrait qu'il y ait des surprises parce qu'à chaque loi importante, ça va commencer avec le projet de loi de finances la semaine prochaine, il va falloir qu'il Et les discussions ont déjà commencé ce jeudi matin sur le projet de loi de finances. Donc pour les discussions et pour le vote, il va falloir mobiliser tout le monde et être sûr que tout le monde soit là. Ce n'est pas gagné. Maintenant, petite remarque, puisque on n'avait pas eu l'occasion d'en parler, je remarque quand même un discours sobre, un discours pesé, un discours qui a l'air d'être rationnel, un discours qui tranche un peu avec ce qu'on a connu avant. Apaisé un discours aussi. Apaisé, très apaisé, un discours qui a des partisans et des opposants, mais pour les opposants, il n'y a pas d'affrontement. Et c'est ce qui est bien, ça pourrait peut-être redonner à notre classe politique, enfin à la politique, ses lettres de noblesse et un peu sa somnolence aussi. Pour finir ce tour de table, Mohamed Ezouak. Alors, sur l'avis sur ce vote de confiance, moi je dirais sans surprise, puisque je pense que ça s'est dénoué en fait lors de la composition du gouvernement, de la majorité gouvernementale. Et donc, cette majorité qui était suffisamment forte et importante permettait de toute façon d'avoir un vote de confiance relativement confortable. Le seul point d'interrogation finalement était au sein du PJD, puisqu'on sentait des tensions par moments, même si ensuite Delila Benkeren a essayé de calmer les choses en disant que de toute façon le gouvernement est un gouvernement mené par le PJD. En les attisant et en calmant après. Tout en les attisant. Donc on pouvait craindre effectivement une certaine cacophonie au sein même du PJD. Et c'était le seul risque finalement. Mais sinon, il n'y avait pas forcément de surprise à attendre. On le voit, alors je serais peut-être d'un avis légèrement différent de Aziz Bousta concernant cette majorité. Bon, c'est quand même 208. Malgré les absences. Alors les absences ne sont pas du fait du PJD, ils ont voté massivement, quasi intégralement, sauf une exception. C'est principalement le RNI, le MP, etc., qui ont fait, enfin certains élus qui ont fait défection, mais une majorité confortable. On voit l'Istiqlal qui, d'une certaine façon, marque le pas, boude, montre que... Qui s'abstient. La relation, en s'abstenant, montre que finalement la relation qui était plutôt... positive avec Abdelila Benkeren. Il s'abstient parce qu'il estime qu'il n'a pas été consulté auparavant sur le programme gouvernemental, sachant qu'il avait déclaré son soutien critique. Il aurait aimé qu'on l'ait consulté. Bon, il a été ignoré, snobé. Ben, tant pis pour lui. Oui, c'est-à-dire que Toumani, effectivement, a une relation, on va dire, moins chaleureuse avec les responsables de l'Istiqlal. D'ailleurs, je crois qu'il n'avait pas reçu Hamid Chabat, il avait reçu les lieutenants. Et donc, c'est pas lui qui en a décidé. Oui, c'est normal. Oui, et donc, effectivement, cette relation peut-être un peu plus tiède a fait que l'Istiqlal voulait envoyer, alors peut-être qu'il se cherche, mais voulait envoyer aussi un message en s'abstenant. Donc on voit, on ne sait pas encore quel rôle jouera l'Istiqlal dans les prochains mois, prochaines années. Par contre, la majorité reste confortable. Le discours du PJD, discours du chef de gouvernement et de la coalition gouvernementale, cette déclaration gouvernementale reste dans la continuité, reste dans un certain consensus. Donc il n'y avait pas trop d'inquiétude finalement, comme je disais, à part le PJD. Oui, Naïm Kamel. Juste une petite précision pour les absents de la majorité côté RNI, côté UC et MP. Vous savez, je ne crois pas qu'il faudrait lui donner un sens politique. C'est malheureusement des formations qui ne sont pas marquées par une très forte discipline. C'est bien ce que je disais, Naïm. Il n'y a absolument aucun sens politique à donner à ça, sauf un peu de légèreté au niveau de la pratique. J'ai du mal entendre, mais je tenais... Oui, Aziz Bousta parlait de légèreté. De légèreté, d'indiscipline. Il n'y a absolument aucun sens politique. Ouais. Par contre, et en revanche, si vous me permettez, il y a une autre remarque importante qu'il faudrait apporter, c'est que le vote a été fait à main levée. Oui, absolument. Or, le vote peut aussi être électronique. Alors si le vote est électronique, bon, il va être
il ne va pas être aussi clair qu'un vote à main Il y aurait eu levée. de la tentation. Et voilà. Or, la phalange PJD n'est pas très sûre, parce que quand on sait que Driss Ezami, là, bon, vous parlez de cacophonie tout à l'heure, bon, la cacophonie, elle est à l'intérieur du PJD et il y a une sérieuse cacophonie. Mais alors justement, la question suivante qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est avec cette majorité, ce vote de confiance, est-ce que Saadine Othmani et son gouvernement ont pour autant les coups des franches pour appliquer leur programme, ou est-ce qu'on peut avoir des résistances de ceux dont a priori on pourrait moins s'y attendre politiquement, y compris du PJD, de certains députés du PJD? Vous savez, il y a deux types de lois. Il y a les lois techniques, d'accord, où il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et puis il y a les lois qui sont un peu morales, on va dire. Et là, s'il y a une résistance au niveau du PJD, avec un vote secret, il pourrait avoir, l'Othmani pourrait avoir les voix de l'autre côté, c'est-à-dire du PAM. On est dans une configuration qui n'est pas du tout claire, ce qui me fait dire très souvent que nous sommes face à un gouvernement de technocrates, ce que n'est pas le PJD, mais un gouvernement qui va être efficace, un gouvernement de technocrates qui est là pour faire un travail, qui a une légitimité politique, parce qu'il y a 6 partis, il y a un président, un chef du gouvernement qui est issu du parti arrivé premier, selon les dispositions de la Constitution, etc. Mais un gouvernement qui reste un gouvernement de technocrates, un gouvernement qui passera ce qui doit passer, même avec, vous savez, les technocrates n'ont pas tellement d'état d'âme, et il passera ce qu'il a à passer, même avec des voix de gens qui sont comptabilisés dans son opposition. Naïm Kamel? Non, ce que j'aimerais juste ajouter, c'est que le programme gouvernemental est un programme trop généraliste pour qu'on puisse vraiment s'y opposer. Il y a plein de nous allons faire, nous allons engager, nous allons développer, nous allons maintenir, nous allons reconduire. Donc il y a toute une série et il y a beaucoup de généralités pour qu'on puisse vraiment le discuter. Le débat se verra sérieusement. Sur la technicité. Quand on discutera la loi de finances, d'abord au sein des commissions, secteur par secteur, département par département, et c'est là où vraiment on va pouvoir, même si cette loi de finances ne va pas, parce que c'est une loi de finances à mi-chemin de la prochaine année fiscale, financière, hein, donc, et d'ailleurs, elle va être discutée en l'état. Voilà, donc ça peut. Mais par la suite, ça risque quand ça va coincer, ça va coincer quand il s'agira de projet par projet, projet de loi, projet d'investissement, projet de développement, des compensations. C'est-à-dire quand il s'agira de choses bien précises. C'est en ce moment-là qu'on verra vraiment les positions se développer. Mais en même temps, je crois que ça a été dit ou sous-entendu par Aziz, l'alchimie du Parlement est telle que, même si on fait un vote secret, même si on risque d'avoir des défaillances, par exemple du côté du PJD, l'alchimie permet de rattraper par des bouées de secours, des bouées de secours importées d'ailleurs. Donc c'est un Parlement qui va pouvoir maintenir ses équilibres jusqu'à ce qu'on décide que ce gouvernement a fait 6 jours. Alors, oui, Mohamed Ezouak, vous voulez rajouter quelque chose? Juste petite remarque. Oui. Aziz Boustan et Mohamed Ezouak. On va quand même attendre pour clarifier les choses. Il y aura une répétition générale avec ce projet de loi de finances qui va être voté juste avant les lettres de cadrage. Donc c'est pour une répétition générale, mais on va être véritablement fixé quand tous les congrès passeront. Parce qu'il y a le congrès du RNI, bon là il n'y a pas de surprise, mais il y a le congrès de l'Istiqlal et du PJD, et c'est là où il y a le gros problème. Parce que oui, allez-y, Naïm Kamel, je ne vais pas vous interrompre. Le PJD, aujourd'hui, pose plusieurs problèmes. On a vu l'autre jour, sur le site du PJD, une intervention d'Abdillah Ben Kiran, qui est toujours patron du parti, qui normalement devrait passer la main au prochain congrès, les statuts du parti stipulant qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats, dire le contraire de ce qu'il disait quand il était chef du gouvernement. Il prétendait que pour qu'il y ait une cohésion, une harmonie entre le parti, entre l'action gouvernementale, il faut que le chef du gouvernement soit en même temps le chef de file du parti. Aujourd'hui, il est en train de dire exactement le contraire. Et il dit beaucoup plus grave que cette cohésion n'existe plus entre le parti et le gouvernement, ce qui est vraiment une scission claire. Mais alors, juste pour vous citer, pardonnez-moi, Naïm Kamel, deux mots. Allez-y. Et alors 2 mots.
Mais qui a investi ce gouvernement avant qu'il n'arrive devant le Parlement? C'est bien le secrétaire général du PJD. Qui a hier, ou avant-hier, donné l'investiture parlementaire à ce gouvernement? C'est bien la majorité, et dans cette majorité, la majorité de cette majorité qui est PJD. Et c'est là où il y a quelque chose qui est en train de se tramer, de se faire, dont on verra le fil. Ou alors, les participationnistes vont réussir à reprendre en main le parti et dire, bon, écoutez, de toutes les manières, l'Asmani n'a rien fait d'autre que ce que n'a pas fait Ben Kiran. Il n'a fait que reconduire, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du programme, que ce soit au niveau des choix. Avec la bénédiction de Ben Kiran, parce que si Ben Kiran voulait vraiment s'opposer à ce gouvernement Atmani, il l'aurait fait à l'intérieur du parti. Or, il a pris une position de retrait ou en retrait pour laisser faire et monter au créneau par la suite. Et c'est là où il va falloir peut-être que les gens du PJD mettent de l'ordre dans leur rang, sinon ils vont aboutir à une situation. Alors juste, pardon Mohamed Ezra, juste deux citations puisqu'on a évoqué donc les positions de Abdel Ilah Ben Kiran. Le 13 avril, devant justement les députés du PJD, voici ce qu'il disait: n'oubliez pas que vous avez été élu par le peuple et que c'est à lui que vous devez rendre des comptes, mais nous n'allons pas faire de l'opposition car nous sommes un parti responsable, mais il faut qu'on reste sur nos gardes après ce qui s'est passé. Et deuxième déclaration, que ce soit moi ou Saad Eddine Al-Othmani, ce n'est pas la question de la présidence du parti qui doit nous préoccuper. Le PJD est actuellement face à une nouvelle situation qu'il doit affronter. C'était le 13 avril dernier. Or, dans sa déclaration sur le site du PJD, qui est une vidéo, il dit tout à fait le contraire. Alors, Mohamed Ezouak. C'est pas la première fois qu'Abdel Ben Kiran dit une chose et son contraire. Même en tant que chef de gouvernement, même sur la politique gouvernementale, il a dit des choses et il a fait le contraire. Tout simplement, c'est de la tactique politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Saadine Othmani est chef de gouvernement, n'a pas forcément les mêmes talents que Abdel Ben Kiran pour jouer à la fois le chef de gouvernement et l'opposant, ce qu'il arrivait à faire de manière avec brio. Aujourd'hui, ils vont se répartir les rôles. Et donc, on aura le bon flic et le mauvais flic, un petit peu comme dans les films de série B. Donc, on aura Othmani qui jouera justement le consensus, etc. Et Abdel Ben Kiran qui sera beaucoup plus le bad boy. L'empêcheur de tourner en rond. Et il va de temps en temps faire pression. Ils vont se répartir les rôles. Mais pour revenir à votre question, je pense que là où il y aura vraiment des débats acharnés au niveau du Parlement, ça va être quand il y aura vraiment des questions politiques, des enjeux politiques. On l'a déjà vu, là, même en dehors du Parlement, avec le PAM concernant la répartition du fonds pour le développement des zones enclavées et du monde rural. Donc on voit très bien que sur certains enjeux, il peut y avoir des débats qui peuvent être très animés. Mais le programme gouvernemental est un programme très consensuel, finalement. D'ailleurs, déjà, il s'inscrit dans la continuité du gouvernement précédent. Il l'a dit clairement, Saadine Othmani. Il n'y a pas de rupture avec l'héritage. Il n'y a pas de rupture. On voit très bien que les grands indicateurs, les grands axes se ressemblent. Ensuite, il y a quelques petites nouveautés. La loi organique sur le CNDH, le CCME, bon, je veux dire, c'est pas quelque chose de clivant. La personnalité même de Saadine Othmani, finalement, est dans cette continuité, dans une stratégie de lissage ou de consensus. Et donc, je pense qu'on ira effectivement de plus en plus vers une relation au niveau du Parlement qui sera beaucoup plus apaisée que sous Ben Kiran, qui lui était monté au front, était presque dans un match de boxe à l'extérieur, c'est-à-dire même vis-à-vis de l'opposition et à l'intérieur du gouvernement, vis-à-vis des partis de la coalition. Donc on voit très bien qu'il y a deux attitudes complètement différentes, et donc je pense que la vie parlementaire sera peut-être beaucoup plus apaisée que ne l'a été sous le gouvernement précédent. Aziz Boustan. Oui, il faut quand même se méfier de la personnalité de Saadine Othmani. C'est quelqu'un qui est consensuel, c'est quelqu'un qui est serein, c'est quelqu'un qui est apaisé, mais c'est quelqu'un qui n'est pas lisse. C'est quelqu'un qui sait et qui saura être féroce s'il le faut. Et qui sait trancher. Et qui sait trancher. Non, mais ça, c'est. Alors, il y a trois espaces de discussion. Il y a le gouvernement, il y a le Parlement et il y a le parti. Autant au niveau des deux premiers, c'est-à-dire au niveau
du gouvernement et du Parlement, ce sera le Ben Kiran qu'on voit, le Ben Kiran souriant, consensuel, qui va essayer de rapprocher. Vous voulez dire. Atmani. Autant au niveau du parti. Il va falloir que tu le sortes de ta tête. Alors, non, parce que j'y arrivé. Non, il est inquiétant parce qu'il joue un jeu. Il est en train de brouiller les cartes. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, il est en train de brouiller les cartes. Il attise. Il ne se résout pas à ce qui lui est arrivé. Je ne pense pas qu'il y ait une répartition des rôles entre l'Atmani et Ben Kiran. Je ne pense pas du tout qu'il y ait une répartition des rôles. Bien au contraire, je pense qu'il y avait deux clans. Il y en avait un qui tenait le secrétariat général et l'autre qui était président du Conseil national. Et il y avait deux clans. Ce sont des gens qui ont fondé le mur, qui ont fondé le PJD. Dès le départ, des dirigeants historiques. Il y a un équilibre qui est en train de se faire au profit de Saad-Din al-Athmani, pas Ben Kiran, Saad-Din al-Athmani. Et Ben Kiran va essayer de rester en place. Alors, il a essayé de brouiller les cartes en démissionnant, par exemple, de son mandat parlementaire. On n'a pas vraiment compris pourquoi. Il y a pas mal de spéculations, pas mal d'idées, mais ça, on ne sait pas exactement pourquoi. L'explication qu'il a donnée ne tient pas la route. L'explication ne tient pas du tout la route. Pas du tout la route. Sur l'incompatibilité, ça, il aurait pu le faire avant. Ne tient pas du tout la route. Et donc, là, il y aura un problème au niveau du secrétariat général. Ben Kiran va essayer de se maintenir, mais à partir du moment où il se maintiendra, s'il se maintient, il perdra de sa crédibilité. Parce que l'homme est légaliste. Il a toujours dit qu'il était légaliste et qu'il respecte les règlements et qu'il ne veut pas changer les statuts. Donc si jamais il remplit pour un troisième mandat, ça veut dire que déjà il n'est plus légaliste. Ça veut dire que déjà il est dans une position revancharde. C'est-à-dire que pendant que l'Atmani fera son travail de chef du gouvernement et qu'il fera ce qu'il a à faire, pendant que l'Atmani sera en train d'essayer de ramener le PJD au rang de parti de gouvernement et pas de parti d'opposition qui n'a pas cessé d'être pendant 5 ans, pratiquement tout en dirigeant le gouvernement, Ben Kiran est là en train de faire... Alors, le côté consensuel et la rupture qu'il y a par contre, en revanche, avec Abdullah Ben Kiran, c'est les premiers pas de Atmani à la présidence du gouvernement. On voit comment ça s'est passé pour le dialogue social et pour les syndicats qui lui accordent le bénéfice du doute. C'était la question suivante. Il les a tous reçus. Il les a reçus. Il leur a dit que bon, on va essayer de faire ce qu'on pourra faire, qu'il y aura certainement des affrontements et des conflits. Et c'est normal entre un gouvernement et des syndicats dans le cadre d'un dialogue social, mais que nous essayerons d'aller de l'avant. Au niveau des retraites, il n'est pas tranché parce qu'il y a une commission d'enquête qui est passée au niveau de la Chambre des conseillers. Et donc, bon, il y a plusieurs options. Atmani ne ferme pas la porte. Ben Kiran les prenait de haut. Bon, c'est du n'importe quoi, pour ne pas dire autre chose. Pour la loi organique sur la mazérité, alors on remarquera que c'est une loi qui n'est pas passée, alors qu'elle devait passer théoriquement au premier mandat, qu'elle a été déposée, mais alors là vraiment à la limite du mandat de la précédente législature, parce que Ben Kiran chante de l'arabité et de l'arabe. C'est son droit, mais il n'était pas tout à fait pour là. Il y a Atmani qui a une approche qui est différente. Donc il y aura lui-même à Mazères. D'ailleurs, il avait tous les chefs de parti le sont. Il avait quand il a salué en arabe. Puis en amazigh. Il a salué en amazigh. Lors de la présentation de son programme la semaine dernière. Voilà, il y a eu quelques applaudissements. Il y a eu quelques applaudissements. On l'a vu recevoir les chefs de parti. Arnouch, Sajid, Oumari, Benzakin. Donc c'est de la mesure qui commence à... Je vous laisse terminer votre idée parce qu'on arrive bientôt à la pause. Je l'ai terminé. Naïm Kamel, vous vouliez ajouter quelque chose ? Pas grand-chose. Sur ce tour de table avec les syndicats, justement, par Saad-Din al-Athmani. C'est que, c'est pas sur Saad-Din al-Athmani, parce que c'est un peu trop tôt aujourd'hui. Je suis d'accord, Athmani n'est pas un homme lisse. Il n'est pas là par hasard. Il n'a pas été secrétaire général du PJD avant Abdullah Ben Kiran parce qu'il est venu de nulle part. Il n'est pas aujourd'hui chef du gouvernement parce qu'il est venu de nulle part. Il n'a pas été président du Conseil national du PJD parce qu'il est venu de nulle part. Il a une place et donc il a ce trou. Aujourd'hui, ce qu'essaie de faire Abdullah Ben Kiran, c'est soit de se faire reconduire et s'il ne peut pas toucher au statut, de mettre un homme au secrétaire général, un homme à sa mesure pour qu'il puisse continuer à contrôler le parti. Mais le risque, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on nous a toujours présenté que le PJD était un parti à part, qui respectait la démocratie interne, qui ne touchait pas à ses statuts au gré des vents. Et s'ils le font aujourd'hui, il se banalise, il perd cette originalité. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éclairages donc, sur le programme gouvernemental et ce vote de confiance. Restez avec nous, c'est maintenant l'heure de la pause, mais on se retrouve tout de suite après pour parler du Venezuela et des élections en France. A tout de suite.
Merci d'être resté avec nous. On continue sur le débrief et on part maintenant au Venezuela où la crise s'intensifie et prend des tournures même dramatiques depuis le mois d'avril. On dénombre en effet 25 morts pour le seul mois d'avril. La communauté internationale a vivement réagi par rapport à tous ces événements qui se déroulent aujourd'hui au Venezuela. Alors une première question peut-être en forme d'ouverture sur ce qui peut se passer à l'avenir. Est-ce que Maduro peut rester en place avec tout ce qui se passe actuellement? Et ensuite, on reviendra sur les raisons de cette colère sociale. Il pourra rester en place sachant que son mandat doit durer jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en décembre 2018. Il pourra rester en place s'il continue à serrer complètement le régime, etc. C'est-à-dire que il est dans une fuite en avant. La grosse différence entre Maduro et Chavez, son prédécesseur, c'est que Chavez avait une certaine légitimité révolutionnaire. Et puis son populisme et son popularisme, sa popularité plutôt, parvenait à mobiliser finalement la population. Même s'il avait quand même réuni contre lui une forte opposition. Il faut rappeler la tentative de coup d'État en 2010. Mais le peuple est sorti. Enfin bon, il y a eu des tensions. Chavez en 2002, pardon. Voilà, mais la population a repris aussi. Donc on voyait qu'il avait quand même une popularité qui l'a aidé dans les moments les plus difficiles. Par contre, Maduro n'a pas cette légitimité révolutionnaire. Donc Maduro ne peut pas faire le même populisme de gauche que Chavez, que les autres régimes sud-américains. Et ça a été son erreur de vouloir poursuivre cet héritage sans avoir justement cette légitimité. Il est obligé d'assumer l'héritage populisme de gauche. Il est obligé d'assumer la politique économique de Chavez, qui n'était pas forcément idéale, avec des nationalisations, avec la redistribution de la rente pétrolière. Et donc, tant que le pétrole était haut, tout allait bien. Et puis, quand on s'est retrouvé avec des prix du pétrole, une crise du pétrole, et surtout aucun investissement, parce que la société pétrolière du Venezuela est de plus en plus exsangue. Et donc, on se retrouve avec un pays qui n'a pas diversifié son économie. D'ailleurs, c'est le cas d'autres pays. Qui est pris en otage par l'économie du pétrole. Tout à fait, mais il est pris en otage par les choix, finalement, de Hugo Chavez et que Maduro doit assumer. Mais le problème de Maduro, c'est qu'il n'a pas ni le talent, ni cette légitimité révolutionnaire et cette popularité pour pouvoir instiller de la confiance au niveau de la population et au niveau des corps intermédiaires, etc. Et donc il est obligé de verrouiller le pouvoir. Il n'a même plus de majorité parlementaire depuis les élections de 2015. Et il est obligé de durcir son pouvoir. Naïm Kamel ? Non, c'est-à-dire que d'abord, Maduro fait ce qu'il sait faire. Parce que lui, il s'est trouvé à la limite à gauche de Chavez. Il n'a jamais été vraiment... C'est un chaviste, mais un chaviste pur et dur. Aujourd'hui, ce qui se passe au Venezuela, d'abord, c'est ce qui arrive à tous les mouvements de cette nature. On l'a vu dans plusieurs pays. Ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire c'est des mouvements qui arrivent sur de bonnes intentions, mais comme on dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions et à la fin ou à l'arrivée, on se retrouve avec des systèmes très bureaucratiques, très étatiques, très lourds, très centralisés, très gaspilleurs surtout, et qui, quand ils ont une manne, ils la redistribuent sans vraiment chercher le long terme, le développement. Ils cherchent à acquérir une popularité, une voix, mais sans vraiment compter avec les aléas de l'évolution économique. Alors, pour revenir à la première question que vous aviez posée, c'est aujourd'hui, quand les opposants de Chavez sortaient dans la rue, Chavez faisait sortir les siens dans la rue. Aujourd'hui, on ne voit pas les soutiens de l'actuel président dans la rue. Il n'y a que l'opposition dans la rue. Or, le système est en train de se militariser. Ce qu'on voit, il compte sur l'armée, sur la police. Qu'il a redéployé dans tout le pays le 16 avril dernier. Et sur la police et des milices paramilitaires. Et là, on est vraiment dans le fonctionnement d'une dictature pure et dure. Et c'est là, aujourd'hui, le jeu, c'est un bras de fer qui va s'essouffler le premier. Aziz Boustan, en fait, est-ce que vous êtes d'accord sur cette fuite en avant aujourd'hui du président du Venezuela, Maduro ? Tout
Tout à fait. Il veut faire du Chavez sans être lui-même Chavez. Chavez de 99. Déjà, Chavez avait fait son coup d'État, puis avait été en prison. Donc, il avait sa légitimité. Il est arrivé, il a été élu en 99. Il est resté au pouvoir jusqu'en 2013, à un moment où il y a eu une poussée des prix du pétrole. Et il avait créé un système, un modèle socio-économique d'aide directe, d'État-providence, et d'aide directe sans absolument aucune industrialisation, sans rien du tout. Donc, nationalisation de plus de 250 entreprises. Ouais, c'est-à-dire c'était l'État. L'État-providence, c'est l'État qui faisait, et une redistribution pratiquement en Alors direct, juste pour citer un chiffre, selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté était passé de 42% en 1999 à 33% en 2015. C'était du Chavez. Du temps de Chavez. Et Chavez est mort au bon... une baisse artificielle. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'elle misait sur un aspect de l'économie. Parce qu'il est mort un an après l'effondrement des cours du pétrole. Si Chavez était encore là, il a assez de capital et assez de sympathie auprès de sa population pour faire passer la pilule. Et puis il avait assez de charisme aussi. Quand on voit Maduro parler, quand on voit Chavez parler, il avait du charisme. Il paraissait convaincu de ce qu'il disait. Il aurait pu faire passer la pilule. Là, non. Alors il est Maduro est en pleine fuite en avant. Parce qu'il a perdu les élections législatives, parce que les opposants devaient avoir 250 000 signatures pour organiser un référendum de révocation. Ils en ont eu 1 800 000. Il a essayé de détourner le pouvoir législatif par le biais de la Cour suprême. Ça a failli lui créer de très sérieux problèmes avant que la Cour suprême... Mais il est revenu sur cette décision. Il est ensuite revenu sur cette décision. Mais il a essayé. C'est l'intention. Alors moi, je ne pense pas qu'il puisse se maintenir jusqu'en décembre 2018 parce que c'est en train de prendre. On est avec une inflation de 900 ou 2000%. On est sur pratiquement 85% de la gamme des médicaments qui n'existent pas. On est sur une carence en produits, sur une pénurie en produits alimentaires. Et on est surtout l'atout dont dispose encore Maduro, et malheureusement pour lui, ça ne dépend pas de lui, c'est le soutien de l'armée. Il a encore le soutien de l'armée. À partir du moment où il y a 2-3 généraux qui pensent à lui tourner le dos, c'est un peu le syndrome Moubarak, là il tombera comme un fruit mûr. Et je pense que ça se fera dans pas très longtemps, parce que là, avec 26 morts pour le seul mois d'avril, ça commence à faire déjà une augmentation Alors, est-ce qu'on peut dire, à la lumière de ces premiers éléments, qu'avec Maduro, on peut voir venir la fin du chavisme? Oui, Mohamed Ezouak. Chavez est mort avec Chavez. Le risque, effectivement, c'est que Maduro ferme finalement cette parenthèse bolivarienne ou effectivement parce il n'a pas les épaules suffisamment solides. Donc, soit il rentre dans un régime militaire à la Pyongyang. Et donc c'est l'armée qui. Pas les moyens. C'est l'armée qui. C'est une comparaison radicale. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, il n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition est forte. Il est soit obligé de changer les institutions, et là, ça pose un vrai problème. Et donc, il ne peut le faire qu'avec le soutien de l'armée. S'il n'a pas le soutien de l'armée, il tombera. C'est une évidence. On est dans une situation où, depuis d'ailleurs, c'est des choix, comme je disais, depuis Chavez, la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire n'est pas garantie. Parce qu'on importe du Brésil, etc. Et donc aujourd'hui, la population est en train de vivre de manière très précaire. Démocratiquement, il est minoritaire dans le pays. Tout à fait. Donc il n'y a aucun échappatoire aujourd'hui, à part un régime féroce. Un régime militaire, il n'a aucune solution. Donc il est obligé de de laisser sa place à l'opposition et donc de mettre fin finalement à cette parenthèse. Justement, c'est qui cette opposition aujourd'hui à Maduro? Parce qu'il y a une partie qui était déjà contre Chavez et qui était le soutien de cette tentative de coup d'État en 2002. Et puis il y a la nouvelle opposition qui est née depuis l'effondrement des prix du pétrole et puis cette crise économique sans précédent. On rappelle quand même les chiffres de l'inflation, plus de 900% d'inflation. Juste, voilà, aujourd'hui, à quoi ressemble cette opposition? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui au Venezuela une opposition légaliste qui pourrait prendre le pouvoir par une voie constitutionnelle et qui pourrait jouer le jeu? Et est-ce qu'il y a une opposition un petit peu plus radicale qui souhaite destituer Maduro? Est-ce que même l'opposition est unie aujourd'hui au Venezuela? Moi, je crois que Naïm Kamel, je crois que le début des manifestations, ce n'est pas les opposants qui les ont provoquées. Il y a eu des élections qui ont donné une nouvelle majorité parlementaire et qui a constaté qu'on est normalement dans une démocratie correcte et qui répond aux critères de la démocratie, on est dans un système de cohabitation. On est un président qui n'a plus de majorité. Donc il ne peut plus le faire et normalement il devrait céder le pouvoir
à la nouvelle majorité. Or, non seulement... Et organiser des élections anticipées, comme le souhaite aujourd'hui l'opposition? Ça, c'est venu après. C'est quand ils ont vu qu'il ne veut pas céder le pouvoir que même il a essayé de les exproprier de cette majorité qui leur a été donnée par les urnes. Et quand ils se sont mis à réunir, à regrouper, à rassembler les millions et quelques de signatures nécessaires pour engager un référendum de destitution, il s'y est opposé. Ils ont commencé à manifester pacifiquement. Mais c'est lui qui a mis l'armée et la police dans la confrontation avec la Russie, qui a contraint les autres à la réaction. Mais l'opposition, à la base, il y a l'opposition classique, celle qui a toujours été l'opposition libérale, droitière, on peut l'appeler comme on veut, mais qui à un moment donné jouait le jeu des urnes. Et ensuite, il y a dans cette opposition qui a eu la majorité parlementaire, il n'aurait jamais eu lieu si les déçus du chavisme qui votaient pour le chavisme n'avaient pas voté pour cette opposition. Donc la situation aujourd'hui, c'est qu'il est minoritaire. Et donc, normalement, l'issue, ou alors, il n'y a pas où il cède le pouvoir, où il le militarise, et alors là, on va aller vers des sanctions internationales. On va peut-être la rue va être encore plus dure. Justement, la dernière question, c'est sur cette réaction unanime, quasiment de la communauté internationale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé à ce sujet. 11 pays d'Amérique latine, y compris le Brésil, le plus grand pays du continent, se sont également exprimés. L'Union européenne également. Tout ont appelé à la... Il vient de se retirer de l'Organisation des États d'Amérique du Sud. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, il va aller vers l'isolement, ou est-ce qu'on peut espérer ou attendre une pression de la part de la communauté internationale pour cesser cette crise? Un petit peu dérangé par ces réactions de la communauté internationale, comme on dit. On a l'exemple d'Erdogan avec ce qu'il a fait après son coup d'État. La communauté internationale regardait ailleurs, alors qu'il y a eu des dizaines de milliers d'arrestations, qu'il y a eu des révocations par paquet, Là, il y a... C'est grave d'avoir 26 morts, c'est grave d'avoir l'armée dans les rues, c'est grave de la communauté s'est levée de bouclier pour le seul mois. Mais cette levée la communauté internationale, comme on l'appelle, n'a pas besoin de s'impliquer comme ça. Il est en train de tomber tout seul. En 2013, quand il avait été élu, comme on dit en arabe, il avait été élu à 50,66, alors que Chavez sur son lit de mort avec une Bible. Et d'une très courte tête. 50,66, très exactement, avec un Chavez qui, sur son lit de mort, demandait, suppliait pratiquement les Vénézuéliens de voter pour lui. Donc à partir de là, c'était plié. La légitimité était déjà très fragile. Maintenant, il est en train de quitter, il vient de quitter l'organisation des États américains. Bon, il va être suspendu, ça ne devrait pas poser de problème, mais je crois que ce n'est pas la peine de trop en faire avec ce qui est en train. Vous savez, quand vous avez une population qui ne mange pas, parce qu'elle n'a pas de produits alimentaires, qui ne se soigne pas, parce qu'elle n'a pas de médicaments, qui voit ses nouveau-nés mourir d'une manière absolument atroce et effrayante. Il faut le rappeler, les Vénézuéliens aujourd'hui manquent de produits de première nécessité. De produits de première nécessité. Quand on a tout ça, on se dit, bon, on laisse, le fruit tombera tout seul. Le fruit est mûr, il tombera tout seul. Alors juste pour se rendre compte de la situation, puis je vous donnerai à chacun un mot de la fin sur le Venezuela. On cite Franck Godichaud, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble, qui est spécialiste de l'Amérique latine. Les Vénézuéliens doivent parfois faire la queue pendant plusieurs heures pour acheter du pain, de la farine ou du riz. Les coupures de courant sont régulières et le prix du pétrole a explosé. Des circonstances donc qui ont poussé certaines classes populaires traditionnellement aux côtés du gouvernement à se joindre à l'opposition. De plus, toutes les mesures sociales de Chavez qui leur étaient favorables sont en train de tomber ou d'être remises en cause par le chaos économique, le marché noir et la corruption. Pour dresser un tableau de la situation que vivent les Vénézuéliens. Mohamed Ezouin, un mot de la fin. On voit très bien que pendant l'époque Chavez et le pétrole à son plus haut, c'était relativement simple de maintenir une certaine cohésion et de maintenir et de pratiquer une politique qui est populiste mais qui n'a pas forcément de réalité, et il n'y avait pas de vraie stratégie finalement pour le pays. Et on voit que dès qu'il y a un retournement, bien la situation est intenable. Et quoi que fasse Maduro, même si Maduro était consensuel, était dans le dialogue avec l'opposition, de toute façon, la situation n'est plus tenable. Quand vous avez plus de 900% de taux d'inflation sur une année... Des prévisions de 1660% par le FMI. Avec des prévisions encore plus graves. Et quand il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est encore...
pire que l'inflation, c'est qu'en plus, il n'y a plus de produits de première nécessité. Donc on est dans une situation qui est totalement intenable. Naïm Kamel, le mot de la fin? C'est-à-dire l'incurie. Il y a beaucoup de pays comme ça qui ont du pétrole et qui sont malmenés par la baisse des cours à l'international. C'est qu'il n'a pas de fonds souverains, il n'a pas fait de réserve, il n'a pas été dans la prévision. C'est ça ce qui est visiblement et qui empêche d'autres pays. Je peux en citer un si vous voulez, l'Algérie. Ils sont à peu près dans la même situation. Mais sauf qu'ils ont quand même une réserve qui est en train de fondre, mais c'est elle qui leur permet encore de ne pas connaître la situation du Venezuela. Merci beaucoup, messieurs. Donc, on revient maintenant plus près du Maroc, en France, où le débat de l'entre-deux tours entre les abstentionnistes et ceux qui veulent faire un front républicain, comme en 2002, pour barrer la route à Marine Le Pen. Alors, messieurs, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, on va poser la question de manière très directe, est-ce qu'il y a aujourd'hui un véritable risque Le Pen au deuxième tour de ces élections présidentielles? Mohamed Ezouaq? Oui, parce que la situation par rapport à 2002 a complètement changé. Marine Le Pen a réussi cette opération de dédiabolisation du Front National. Elle gagne 4 points de plus quasiment par rapport au score de son père en 2002. 1,2 million d'électeurs en plus par rapport à 2012. Donc on voit très bien qu'elle est plutôt sur une pente ascendante. On a en face... Mais ça, c'est pas une surprise. Oui, tout à fait. Ces 5 dernières années ont œuvré pour arriver dans les starting blocks. Avant les 22, on lui donnait jusqu'à 26-28%. Tout à fait. Et en face d'elle, Emmanuel Macron, qui n'a pas un parti derrière, mais qui a, on va dire, des soutiens. Un mouvement. Un mouvement, tout à fait, des soutiens, qui est jeune, qui se dit être du changement, comment dire, hors système. D'ailleurs, on a 2 acteurs qui sont hors système, c'est merveilleux, même s'il était ancien ministre de l'économie et des finances. Donc on est face quand même à une incertitude. Avec l'abstention, aujourd'hui, beaucoup de gens qui se sont déjà abstenus au premier tour, qui ont peut-être voté Mélenchon ou pour d'autres candidats, disent qu'ils vont s'abstenir. Alors, juste un rappel, d'après un sondage de l'Institut Opinionway pour les Échos, en date du 25 avril, les abstentionnistes sont les plus importants, évidemment, c'est pas une surprise, chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, puisque 33% de ses électeurs déclarent s'abstenir, contre 50% qui soutiendraient Macron. À titre de comparaison, chez Benoît Hamon, c'est 71% de ses électeurs qui déclarent voter Hamon. Chez Dupont-Aignan, c'est plus rapproché, 41% déclarent vouloir voter pour Macron et 38% pour Marine Le Pen. Donc effectivement, ça augure quand même de beaucoup d'incertitudes. D'un décor qui est inquiétant, effectivement. Je pense que c'est compréhensible que les gens s'abstiennent. Ils en ont marre d'être pris en otage par où ils parlent d'ailleurs souvent de chantage au vote utile. Voilà, le vote utile, ou jouer les castors, comme on dit, jouer faire barrage au Front National. On peut les comprendre. Maintenant, la réalité, elle est quand même inquiétante, parce qu'effectivement, le Front National n'a jamais eu autant de chances de gagner l'élection présidentielle. Et c'est une véritable inquiétude, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est face à un Emmanuel Macron qui est quand même relativement fragile, on peut s'inquiéter de la tournure des prochains jours, de la campagne des prochains jours. Naïm Kamel, est-ce que vous pensez, pour vous, la même question, qu'il y a un risque Le Pen réel? Le premier constat à faire aujourd'hui, je crois, pour la France d'abord, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, aucun des partis traditionnels qui faisait l'alternance sur le pouvoir n'est qualifié pour être à l'Élysée. Même si on peut considérer que Macron est un peu le prolongement d'une partie du... Il a rassemblé les déçus de la gauche comme de la droite. De la droite, et il est une sorte, malgré les escarmouches qui entrent de temps en temps entre François Hollande et Macron, il est un peu le fils putatif de François Hollande. Donc c'est ce premier constat. Maintenant, au début, on nous donnait, mais les sondages valent ce qu'ils valent. Cette fois, ils ne se sont pas trompés. Cette fois-ci, ils ne se sont pas trompés, mais ils se sont trompés sur tellement de choses qu'on se dit que ça peut arriver de nouveau. Au début, on nous disait, en cas de deuxième tour, Macron, Marine Le Pen, ça va être 68-32.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fragile que ça. Puis c'est devenu 64, puis c'est devenu 60-40, puis c'est devenu 59-41. Et donc, on ne sait plus à quel moment ça va converger. Et même jeudi, hier, la Libération faisait sa une sur une estimation de 50,2% pour Marine Le Pen. Ouais. Et il y a quelque chose qui s'est passé entre le premier tour et le deuxième tour. Je ne sais pas, je n'arrive pas à le croire que ce soit la soirée de la Rotonde qui ait provoqué ça. Mais Emmanuel Macron... Alors on rappelle, c'est juste le restaurant parisien brasserie, où Emmanuel Macron a dîné après le premier tour. Après le premier tour. Il a fait comme s'il avait déjà gagné l'élection. Et je crois que ça a dégagé de lui une certaine suffisance qui n'a pas beaucoup plu. Et le démarrage du deuxième tour a été très lent chez lui. Et alors que Marine Le Pen est vraiment dans la provocation la plus totale. Il est à peine maintenant en train de réagir. Alors on verra, la semaine prochaine, on aura les choses un peu plus claires. Aziz Bousta, sur ce risque de Le Pen et puis aussi sur ce qu'on évoquait, la lassitude peut-être des gens qui sont appelés à faire à chaque fois barrage au Front National. Est-ce que vous pensez que les gens sont las et qu'ils attendent justement une véritable rupture ou séisme dans le champ politique français ? Il y a des gens, il y a des voix qui s'élèvent pour dire bon, ben, autant y aller tout de suite. Marine Le Pen à l'Élysée en 2017, pourquoi attendre 2022 ? Je ne pense pas. Mais maintenant, l'enjeu n'est pas, enfin, à mon sens, elle ne sera pas élue, mais l'enjeu n'est pas qu'elle soit élue ou pas. L'enjeu est de savoir par combien elle sera battue. Si elle est battue à moins de 55%, là, c'est un véritable triomphe. Et on passe avec une dynamique. Parce que là, ça veut dire une véritable bipolarisation de l'électorat. Pratiquement, c'est-à-dire une disparition de la classe politique traditionnelle, une arrivée d'un Front National fort. La législative, il n'ira pas très loin parce que bon, c'est quand même plus compliqué que ça. Mais s'il arrive avec un bon score, même si elle n'est pas élue, elle fera 30, 40, 50, mais bon, elle sera loin de la majorité. Elle sera loin même d'une minorité significative. Peut la porter pour les législatives. On vous laisse terminer votre idée. Oui, le problème qu'il y a, c'est que si jamais elle arrive à être battue à 53, 54, 46, 47, c'est-à-dire dans une fourchette de 45-55, il y aura une dynamique qui va la porter vers les législatives et qui va encore plus déstabiliser les institutions. Parce que déjà maintenant, quel que soit le vainqueur, on ne voit pas de quelle majorité on pourrait parler. Parce que bon, il y a quand même, il y avait une clarté, c'était une scène politique claire où il y avait une droite, il y avait une gauche, il y avait un centre, et bon, ça se passait comme ça. Là, c'est une classe politique totalement renouvelée, avec des gens qui a dit, bon, Macron il y a 3-4 ans n'était pas connu, était totalement inconnu. Elle-même, il y a une dizaine d'années, était connue comme étant plus la fille de son père que véritable, bon, et militante, mais pas plus. Donc il y a un renouvellement, mais un renouvellement de la classe politique sans qu'il y ait renouvellement de la société. Une société qui est en train de se chercher. Première chose. Deuxième chose, Marine Le Pen, elle n'a pas eu ses 25 et ses 26% au premier tour, c'est qu'elle était tellement convaincue qu'elle passerait qu'elle n'a pas véritablement travaillé son premier tour, se projetant directement dans le deuxième, et elle y est. Il y a un débat qui est prévu pour la semaine prochaine, elle est connue pour être particulièrement féroce. On va voir ce qui va se passer. Troisième chose, il fallait, selon vous, accepter de faire débat avec elle. On se souvient qu'en 2002, Jacques Chirac avait refusé d'avoir ce deuxième débat avec Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac, Hanan. C'était Jacques Chirac qui pouvait se permettre contre Jean-Marie Le Pen. D'accord ? Donc, le bon et le méchant. Le bon et le méchant. Donc, je dis bien le bon et le méchant. On a bien vu les guillemets. Bien. Là, si Macron ne refuse le débat, c'est peut-être à son désavantage. Très à son désavantage. Ça reviendrait à déserter un champ de bataille, où il laisserait une dame comme Marine Le Pen exploiter ce refus, peut-être. Alors, il y a aussi le problème de l'abstention. Le grand problème de l'abstention c'est la grande question qui occupe les débats dans cette offre de tour. Qui va jouer pour elle, parce que l'électorat du Front National est traditionnellement discipliné, et donc l'abstention jouera pour elle. Et il y a 3 types d'abstention. L'abstention naturelle, enfin ceux qui s'abstiennent, et puis l'abstention d'un week-end prolongé, ça tombe mal. Prolongé, donc il y a pas mal de personnes qui risquent de ne pas être là. Et puis ce qu'on appelle l'abstention... Il y a des procurations aussi. Procurations, mais il y en a qui ne pensent pas. Et puis ce qu'on appelle l'abstention différenciée, c'est-à-dire les électeurs de Fillon et de Mélenchon qui sont un peu furieux de s'être vu voler leur présence au second tour et qui risquent de ne voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc dans ce cas, on risque d'avoir un sérieux problème. Naïm Kamel, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Très rapidement, moi c'est juste une photographie.
2002, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, vous aviez tout le monde dans la rue. Très forte mobilisation, absolument. Très forte mobilisation. Il y avait les étudiants, les ouvriers, les lycéens, avec les une très grande manifestation à Paris le 1er mai 2002. Et on voit, pour voir l'évolution, et si on voit ce qui s'est passé hier, jeudi, à Paris, c'est des lycéens et qui sortent, qui font un sit-in à la place de la République. Et bon, ça a dégénéré, mais après ça s'est calmé. Dans le slogan, c'est quoi ? Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron. Donc ils renvoient dos à dos, et c'est peut-être pas la majorité, certainement pas, mais ça donne un indicateur sur l'état d'esprit actuel. Mohamed Ezouak, un dernier mot de la fin sur ce sujet ? Sur ce point, effectivement, on est en train de créer des lignes de fracture très profondes qui, malheureusement, risquent d'être très difficiles à combler plus tard, que ce soit Marine Le Pen qui gagne ou bien Emmanuel Macron. Donc ça augure quand même de temps difficiles. Autre point, je pense que Marine Le Pen va jouer plutôt sur ses marottes, à savoir la polarisation entre des grands axes de débat qui sont entre la mondialisation et le protectionnisme, évidemment l'Union européenne, les institutions européennes et le souverainisme, et aussi bien sûr libre-échange contre, entre guillemets, la solidarité sociale. Et je pense que la classe politique, la polarisation politique va se construire sur ces axes-là. Et donc on ne sera plus sur droite-gauche. Ça ne fonctionne plus. On a vu, ils ne sont même plus présents au second tour. Et donc c'est les nouveaux axes, des nouvelles têtes qui aujourd'hui portent de nouveaux discours politiques et de nouvelles espérances politiques. Espérance entre guillemets. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés ce soir. On y reviendra sans doute la semaine prochaine encore sur ce sujet des élections en France. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. Vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.